Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une république de faussaires démasqués en pleine élection au Conseil national de la jeunesse du Cameroun, des fraudes inédites sur l'âge de certains candidats, des irrégularités observées lors d'un scrutin houleux qui a duré tout un week-end à Yaoundé. C'est l'enquête du 20h ce lundi. Des espaces marchands transformés en dépotoirs d'ordures ménagères dans la capitale économique du Cameroun, bien loin des projets de modernisation. Ces différents marchés de la ville de Douala concentrent à eux tout seuls toute la problématique de la gouvernance locale dans la ville de Douala entre les communautés urbaines et les communes d'arrondissement qui doivent gérer les espaces marchands au moment où les grandes surfaces ne cessent de plus en plus d'attirer les Camerounais friands de nouveaux espaces pour pouvoir effectuer les marchés. Vous écouterez dans ce journal la colère des commerçants qui déplorent l'insalubrité criarde dans les espaces marchands de la capitale économique du Cameroun. L'Afrique pleure. Winnie Mandela, icône de la lutte anti-apartheid, elle a combattu aux côtés de Nelson Mandela pour la libération de l'Afrique du Sud, mais aussi elle a inspiré de nombreux mouvements politiques à travers le continent africain. Évocation à suivre dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Des pluies diluviennes et des orages ont occasionné de nombreux dégâts matériels dans la nuit de dimanche à lundi. Les Camerounais ont dormi presque dans la belle étoile dans la capitale économique du Cameroun. Plusieurs toitures ont été arrachées, des maisons qui se sont écroulées à cause de la force des vents, mais aussi également des pluies diluviennes. Nos reporters Equa Claude et Xavier Sorel-Tésia ont fait le constat dans quelques quartiers de la ville de Douala. Reportage. Cette nuit aurait pu être la dernière pour certains habitants de cette mini-cité à la cité SIC ici à Douala. La cause, l'effondrement d'une partie de mur d'un immeuble en construction à la lisière de leur domicile. Brusquement sorti de son sommeil aux environs de 3 heures par le bruit assourdissant de la chute du mur, la propriétaire des lieux explique. Cette nuit, à 3 heures le matin, on était déjà au lit. On entend le vent. La pluie a commencé un peu, mais le vent est revenu. C'est comme si on ne comprend pas. Tous les enfants se réveillent. Nous, on a vu comment nous mis. Ça vient vers nous comme les enfants crient. Les enfants crient. J'entends derrière ici là, boum. On a eu peur. Les enfants pleuraient ici derrière. Les gens bavardaient. Je sors regarder la maison maintenant que ça a tout descendu comme ça. Veuve Sadifo aurait, à plus d'une reprise, fait appel à l'autorité la plus proche, mais dont les interventions sont restées infructueuses. Depuis qu'on a commencé à construire la maison là, tous les jours je suis chez le chef de quartier, je parle le problème. Le quartier vient aussi parler. Personne ne vient pas, personne n'agit pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà le résultat. Le résultat, c'est le bilan constitué des toitures détruites, des effets à la merci des intempéries et surtout le petit Kembon Henry James, âgé de 2 ans, qui avait été admis à l'hôpital protestant puis transféré à l'hôpital La Quintini. Le nommé Jimmy Azini, âgé de 50 ans, a malheureusement succombé quelques heures après son admission à l'hôpital La Quintini. Le commandant de la brigade de Andokpat, qui a effectué une descente sur les lieux, dresse ici le premier bilan. Pendant qu'il pleuvait, la patrouille m'a réveillé pour me dire qu'il y avait un sinistre ici à BP Cité. Je suis venu rapidement. Nous avons trouvé que les voisins étaient déjà en train d'évacuer les blessés à l'hôpital. C'est cet immeuble derrière moi, en construction, qui a déversé ses murs sur les maisons en contrebas. Tous les murs qui sont tombés là, les fers qui ont été utilisés pour monter ces murs ne sont pas des fers appropriés. Si la qualité du matériel est remise en cause dans ce cas,
À quelques encablures de là, toujours à la cité SIC, ces dents pluies accompagnées d'un vent impétueux qui n'ont pas caressé dans le sens du poil une librairie dont les propriétaires sont forcés au déménagement. Il en est de même pour le bureau de perception situé à Akwa qui a subi la fureur du vent. Malgré tout, les employés ont vaqué à leurs tâches quotidiennes pendant que certains jouaient aux agents d'entretien. Et cette pluie diluvienne a rendu certains espaces marchands impraticables dans la capitale économique du Cameroun. Vous l'avez vous-même observé entre le marché central de Douala, le marché Dakar ou d'autres espaces marchands disséminés à travers la ville de Douala. Ces espaces marchands sont transformés en dépotoirs d'ordures ménagères. Pourtant, les commerçants y vendent des produits vivriers. Du coup, il y a de sérieuses menaces sur la santé des Camerounais qui consomment ces produits vivriers. Les commerçants sont en colère. Hein. Ils dénoncent l'abandon de la part des autorités locales, lesquelles déplorent le manque de moyens pour assurer les projets de modernisation des espaces marchands dans la capitale économique du Cameroun. François Dikoumé et Kediara. Voici le visage que présentent la plupart des marchés du Cameroun. Insalubrité, promiscuité, un véritable danger pour la population qui, sans souci d'hygiène, n'hésite pas à acheter la marchandise exposée des fois à même le sol, dont la boue. Au marché de la gare, en Koulouloun, dans l'arrondissement de Douala 2, on s'est habitué à cette réalité. Salut, on va faire comment? Le matin, on vient de voir, nous sommes obligés d'enlever d'abord les saletés, mettre-le là-bas avant de s'asseoir. Parfois ici est bloqué, il n'y a pas de route. L'eau de javel avant de s'asseoir, moi comme ça. Ici, les commerçants cohabitent au quotidien avec la saleté et la maladie. D'ailleurs, les tas d'immondices déposés ça et là servent de comptoir pour les uns et même de point de restauration pour les plus effrontés. Vous savez aussi que les commerçants sont très têtus. Nous ne pouvons vous dire combien de fois nous avons demandé aux gens de ne pas étaler par terre. Combien de fois, même dans les réunions des jeunes insalubrités à la mairie. Madame le maire interdit aux gens d'installer par terre parce que c'est la maladie. La mairie de Douala 2, à qui il incombe d'entretenir et de réguler le marché, ne semble pas être le moins au monde inquiété par cette insalubrité. La mairie passe ici, il passe ici tout le temps. Matin, midi, soir, ils sont là. Même le registre est là. Si on ne paye pas la quitte, vous ne voyez pas, ils ont déjà mis 100 francs, on va payer. On ne paye pas, ils portent tous nos marchandises pour être gardés au bureau. En plus de la mairie, les commerçants pointent un doigt accusateur sur l'entreprise en charge du ramassage et du traitement des déchets ménagers. Quand ils viennent d'abord le mardi, ils baignent la saleté qui est dans le bac au sol. Ils partent un peu partout. Ils portent la saleté, ils déchargent de l'intérieur jusqu'à l'extérieur, jusqu'au goudron. Et ceci fait que, vous voyez, c'est inondé. Vous êtes même venu un jour où l'eau n'a pas calé, parce qu'ils versent, la poubelle rentre aussi dans les rigoles, ça bloque, l'eau ne coule plus. Résultat des courses, le marché est transformé en une véritable île malodorante, constituée de tas d'immondices et d'eau polluée. C'est devenu comme une rivière, la saleté en haut, et il y a l'eau en bas, et tantôt c'est la saleté qui est en bas, l'eau en haut, les gens ne peuvent même pas rester derrière leur table. Un état de choses qui complique l'activité des commerçants, parce que pour éviter de baigner dans cette eau, la clientèle choisit parfois d'aller voir ailleurs. Pourquoi ils condamnent ce marché? Qu'ils vous disaient, il se passe quoi? Qu'on va porter la poubelle dans tous nos nouvelles pour venir verser que dans ce marché, afin de choisir un jour dans 2 mois pour venir enlever. Ce n'est pas possible. Comme le marché de la gare, ils sont nombreux les espaces marchands qui connaissent cette réalité. Marché Sondaga, marché central, marché de Madagascar, à Douala 3e, et de Bonamoussadi, pour ne citer que cela, des marchés qui offrent le même visage de la honte aux usagers, cela sous le regard indifférent de la mairie d'appartenance. Autre titre de l'actualité, le Conseil national de la jeunesse a une nouvelle présidente, Fadimatou Iyawa, qui a été élue au terme d'un scrutin houleux, entaché d'irrégularité durant le week-end, ce qui a relancé le débat sur l'utilité de cet organe qui est censé être destiné à l'épanouissement de la jeunesse au Cameroun. Des précisions sur ce scrutin houleux avec Marcelin Gansop.
Si on était dans le jargon hospitalier, on dirait que l'accouchement a été difficile. Celui qui a débouché sur l'élection de Fadimatou Iyawa à la présidence du bureau exécutif du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Prévu pour une journée, il a finalement fallu 48 heures pour que cette assemblée générale élective rende son verdict. Au milieu de la nuit de dimanche à lundi, alors que la plupart des délégués étaient à bout de souffle, c'est que cette élection a été émaillée de beaucoup de scandales et pratiques peu orthodoxes qui n'ont pas leur place dans un jeu qui se veut démocratique. Corruption, intimidation, trafic d'influence, fraude sur les âges à travers le phénomène de multiples identités sont quelques faits portés à la connaissance de la commission électorale. Quelques signaux avaient d'ailleurs été donnés dès le 17 février 2018, date de lancement du processus de renouvellement des organes dirigeants du Conseil national de la jeunesse. La longue et interminable Assemblée générale des 31 mars et 1er avril 2018 a confirmé qu'il y avait effectivement anguille sous roche. Dans la douleur et après moult tractations, Fadimatou Iyawa, originaire de la région de la Damawa, succède à Jean-Marc Afesimbafor, dont le mandat arrivé à expiration depuis belle lurette n'a cessé de jouer les prolongations. Ce en totale violation de la réglementation, et notamment le règlement intérieur et le code électoral. Créé le 19 décembre 2009 à la suite de la réorganisation du ministère de la Jeunesse, le Conseil national de la jeunesse est considéré par certains comme un simple gouffre à sous qui dilapide 30 millions par an, sans que son fonctionnement n'ait un réel impact sur l'avenir des jeunes, qui constituent pourtant sa cible. Les accusations de détournement, les querelles intestines et les luttes de pouvoir enregistrées ces dernières années confortent ceux qui pensent que le Conseil national de la jeunesse ne sert pas à grand-chose. En pleine élection au Conseil national de la jeunesse, une république de faussaires a été démasquée, des fraudes inédites chez l'âge de certains candidats, des irrégularités criardes qui ont jeté le discrédit sur ce scrutin houleux qui a duré tout un week-end du côté de Yaoundé. Des précisions avec Joël Essengue et Marcelin Gansop. C'est à coup sûr le plus gros scandale visible de l'élection de Fadimatou Iyawa à la tête du Conseil national de la jeunesse que l'on apprenne que certains candidats avaient plusieurs identités. Cela fait réfléchir plus d'un sur l'image que cette jeunesse veut projeter. Pour comprendre la gravité du phénomène, il faut se référer à la décision prise dans l'urgence et en pleine assemblée générale élective par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Il ressort de cette décision que 4 délégués du centre, de l'Est, du Nord-Ouest et du Sud ont été pris en flagrant délit de possession de plusieurs dates de naissance. Parmi eux, le candidat du centre, Mengue Olama Eli, qui détient à lui seul pas moins de 4 identités. Il est né en même temps, en 1979, en 83, en 84, puis en 87. C'était tellement flagrant pour lui et pour les 3 autres délégués que Mounouna Futsu n'avait pas d'autre choix que de les exclure du jeu électoral. Ce cas, qui n'est pas isolé, amène à s'interroger sur la moralité de ces jeunes qui aspirent à de hautes fonctions. Ce d'autant que leurs multiples identités leur ont déjà certainement servi ailleurs, sans que le poteau rose ne soit forcément découvert. Cette jeunesse-là est tout, sauf un modèle. Ce faux amène surtout à questionner le système de sécurisation de l'état civil au Cameroun. Comment comprendre qu'un seul individu détienne jusqu'à 4 actes de naissance? Il s'agit en réalité de l'arbre qui cache la forêt. Une forêt où prospère pêle-mêle la fraude sur les âges, le faux et l'usage de faux. Et c'est dommage. La recherche d'un trésor enfui dans un lac a viré au drame. La scène s'est déroulée dans le Nyong-Ekele, un orpailleur qui a plongé au fond d'un lac dans le but de pouvoir extraire de l'or, n'a pas pu remonter. À la suite d'un certain nombre de problèmes techniques, il a fallu près de 20 heures pour mener l'opération de sauvetage. Finalement, c'est son corps qui a pu être ramené à la surface sans vie. Des précisions avec Joël Niem et Gladys Sidi. L'exploitation artisanale de l'or qui se fait de manière illégale dans le département du Nyong-Ekele n'est pas sans conséquence. Un homme a payé de sa vie alors qu'il avait plongé dans un lac pour rechercher le précieux métal. Une vingtaine d'orpailleurs ont été mobilisés pour accentuer les fouilles dans le lac.
Au bout de plusieurs heures, son corps a été retrouvé enfui dans les tréfonds du lac, coincé sous un arbre. Bon, nous avons eu un drame là. Il y a un de nos confrères qui s'est jeté dans l'eau. Après, il a disparu. Bon, on a commencé à le fouiller d'abord hier. Et ce matin, on l'a retrouvé. Mais pour vous dire, c'était pas facile parce qu'il était vraiment enfoncé dans les écrous d'eau. Il y avait le sable mouvant et accompagné de la boue. Et un arbre qui était sur lui parce qu'il était presque assis dans les fonds d'eau. Donc on a fait notre possible, on a utilisé les moteurs. Au final, il a pu sortir et nous sommes allés à la morgue. Mais vrai, c'était pas facile. L'exploitation illégale de l'or prospère dans le Nyong-Ekele. Pourtant, l'activité qui n'est pas encadrée a été interdite par le délégué départemental des mines. Une mesure qui ne semble pas dissuader les orpailleurs qui creusent et ne laissent nulle place où la main ne passe et repasse. Les populations ont vu des trous géants se former dans leurs champs au fil des jours. Et les multiples plaintes adressées aux autorités locales n'ont pas produit de changement. Avec ce cas de décès enregistré, la nécessité d'encadrer cette activité florissante se pose plus que jamais. Elle était une figure emblématique de la lutte anti-apartheid en Afrique du Sud. Elle vient de rejoindre Nelson Mandela dans les cieux. Winnie est décédée ce jour à 81 ans. Cette triste nouvelle a suscité une onde de choc à travers le continent africain. Son parcours, son combat, mais aussi ses nombreuses batailles sont racontées dans ce reportage signé Auréole Tchoumi. C'est avec une grande tristesse que nous informons le public que Mme Winnie Madikizela Mandela est décédée à l'hôpital Mel Park de Johannesburg. C'est la déclaration de Victor Lamini qui officialise le décès de la femme la plus célèbre d'Afrique du Sud au XXe siècle. Sa rencontre avec Nelson Mandela remonte à 1957. Nelson était un jeune avocat dédié aux questions raciales. Né le 26 septembre 1936, Nomzamo Winifred Zaniwe Madikizela n'avait que 21 ans à cette époque. Elle devient l'âme noire de l'Afrique du Sud dès août 1962, date de l'arrestation de son époux Nelson Mandela. Winifred est assignée à résidence dans la ville de Brantford en état libre d'Orange. Elle est autorisée à rencontrer son mari 2 fois par an, tous les 6 mois à la prison de Robben Island, près du Cap. Le discours de celle qu'on surnomme la mère de la nation se radicalise. Le 13 avril 1985 à Montseville, elle justifie le supplice du pneu enflammé autour du cou des traîtres noirs avec une déclaration choc. Avec une boîte d'allumettes et nos pneus enflammés, nous libérerons ce pays. En 1990, Mandela est libre. Winifred retrouve sa fierté et sa gaieté de ses 21 ans, mais pour peu de temps. Nelson Mandela annonce le divorce avec elle en avril 1992 et il est prononcé en mars 1996. Mettant en terme à 38 ans de mariage. De 93 à 97, Winnie préside la Ligue des femmes de l'ANC. En 1994, elle est vice-ministre des Arts, de la Culture, de la Science et des Technologies dans le premier gouvernement post-apartheid. Vers la fin de sa vie, elle en veut à Nelson Mandela d'avoir partagé son prix Nobel de la paix avec Frédéric de Klerk, d'avoir laissé tomber les Noirs et d'avoir favorisé l'économie blanche. Winnie prenait comme symbole l'édification d'une grande statue de Nelson Mandela au quartier blanc le plus riche de Johannesburg, en lieu et place de Soweto, le lieu symbolique de la lutte contre l'apartheid. Une autre figure historique du football africain s'en est allée. C'est un champion sur le plan continental, ancien lion indomptable. Onana Elundu Eli est mort ce lundi à 67 ans de suite de maladie à Yaoundé, ancien joueur de Santos Dokala, de Canon de Yaoundé et fédéral de Fumban. Il a connu ses heures de gloire en participant à la Coupe du Monde Espagne 82. Également, il a remporté la CAN Abidjan 84 avec les Lions indomptables, rebaptisé Panka par le sultan roi des Bamoun en signe de reconnaissance pour ses performances au sein du club fédéral de Fumban. Onana Elundu Eli a dû terminer sa carrière en gagnant une Coupe du Cameroun en 1983 et un titre de champion en 1985 avec Canon de Yaoundé. Après sa carrière de footballeur, il a été complètement oublié
par les autorités et il a connu une descente aux enfers. Il a vécu dans le dénuement total, décédé ce jour à l'âge de 67 ans, ancienne gloire du football camerounais. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision juste après cette édition du 20h, l'émission 100% foot présentée par Sylvestre Hippolyte Zangao. Bonne soirée à tous.